Cette définition que vous venez de la vertu, elle, disons, elle traite de la société dans son ensemble. Si l'on se restreint à la sphère économique, vous savez que l'influence de la vertu dans la sphère économique est moins évidente. En particulier, le libéralisme s'est fondé sur l'idée que l'introduction de décisions vertueuses dans les décisions des agents, le libéralisme, pouvait polluer le libre jeu reconnu naturel du marché. Oui. Vous êtes d'accord sur ça, c'est l'histoire des idées, de la pensée économique. Moi, je crois à rien de naturel dans l'activité humaine. Alors voilà ma question. Pourquoi être venu à l'ESSEC, où on nous enseigne ces théories, pour parler de la vertu? D'abord, un principe d'autodérision et d'humour. Manifestement bien reconnu. Ah, ne peut pas être que... J'aime... c'est un petit défi. Je vais à l'ESSEC, alors on m'a dit c'est l'antre même du capitalisme, j'ai déjà fait à Nantes. Mais vous m'intéressez précisément parce que, par a priori, le plus grand nombre d'entre vous n'est pas de mon avis politique. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Non, mais vous avez raison de me le faire remarquer parce que il y a 10 ans, j'ai toujours fait des conférences dans les grandes écoles pour plusieurs raisons, dont la première, c'est que je suis un incorrigible prof et que j'aime le contact avec l'intelligence qui s'ouvre, parce que dans notre jeunesse, tous, nous traversons une phase où nous écoutons mieux que les adultes faits, engagés, sur lesquels pèsent toutes sortes de pressions, d'intérêts, d'habitudes, de routines. Et je me dis que pour beaucoup de jeunes gens, de milieux qui sont sélectionnés par les grandes écoles de commerce, ça sera sans doute la seule fois de leur vie où ils verront un tribun de gauche de près, et en s'apercevrant que, contrairement à la légende, nous ne mangeons pas d'enfants, nous n'avons pas de couteau entre les dents. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la critique habituelle... On connaît l'iconographie, oui, on connaît l'homme au couteau entre les dents, on voit très bien, le mangeur d'enfants... Bon. Oui, et ça a toujours été comme ça et ça continue. C'est-à-dire que dans l'iconographie de nos adversaires, c'était une vieille histoire, hein, c'est pas d'aujourd'hui, nous avons toujours été bestialisés. Parce que nous sommes ceux qui ne se contrôlent pas. Donc Jean Jaurès est représenté, la barbe hirsute, une bouteille de vin dans la poche et un brandon à la main. Quand ce sont les femmes, c'est beaucoup plus infâme. Hein. Elles sont ramenées à leur corps et on les maltraite de cette façon. Si vous regardez le tableau de Delacroix, un jour, amusez-vous à le regarder, c'est un hypocrite ce Delacroix. Il vous représente la liberté guidant le peuple. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. Ah bon, alors je laisse Delacroix pour tout à l'heure. Gardez au chaud Delacroix. Gardez au chaud. Alors là, on est sur quoi? Parce que j'étais d'une chose à l'autre. Pourquoi je viens ici? Voilà. Et j'ai pensé que ça avait un intérêt, y compris dans une campagne, que vous entendiez, parce que je pense que vous pouvez partager avec moi une partie du diagnostic. Et si nous faisons ça, nous avons avancé. Par exemple, je suis certain que la plupart d'entre vous, contrairement aux générations qui vous ont précédé, vous avez un sentiment personnel de l'existence des biens communs, que vous ne le contestez pas, même si vous êtes des libéraux. C'est-à-dire, vous pensez, comme moi, que l'air et l'eau sont des biens communs. La plupart d'entre vous, souvent, pensent qu'il ne faut pas breveter le vivant, et ainsi de suite. Donc, nous apercevons, nous, comme Français, qui sommes les héritiers, je dis Français, pas pour exclure qui que ce soit dans cette salle, mais en tant qu'héritier d'une histoire. Moi-même, mes grands-pères n'étaient pas Français. Hein. En tant qu'héritier de cette histoire, nous pouvons conserver en commun cette forme d'universalisme. Et c'est elle qui, à mon avis, dans la bataille des idées, va favoriser mon travail. Pour moi, il n'y a pas de loi naturelle de l'économie, ça n'existe pas. L'anthropologie nous apprend que les êtres humains sont capables de toutes sortes de formes d'organisation, que le mot même marché ne veut rien dire, car le troc, c'est une économie de marché, aucun d'entre vous ne propose d'en revenir au troc. Même le Gosplan, c'est une économie de marché, parce que, à la fin, c'est le mode d'expression du besoin qui change, mais pas le fait qu'il faille y répondre. Donc, le mot économie de marché a été une euphémisation du mot capitalisme, de manière à rendre la chose plus acceptable dans une conversation entre gens de bon goût, où on ne met pas sur la table, parce que ça ne se fait pas, des questions d'argent, et ainsi de suite. Donc, le capitalisme, dans sa phase actuelle, financiarisée, est un système intrinsèquement immoral et mauvais. Mauvais, pourquoi? Parce qu'il va détruire le sourire aux lèvres, l'écosystème, persuadé que la main invisible va finir par trouver un point d'équilibre. Deuxièmement, il est immoral parce qu'il ne met pas de limite à l'accumulation. Et on a des personnes de bon goût, je pense à M. Macron, je pense à un homme intelligent, cultivé,
qui peut dire tranquillement je propose aux jeunes de rêver d'être milliardaires. Or, à mes yeux, c'est immoral. Parce que l'accumulation de la richesse ne se fait pas d'une manière magique. Elle se fait par l'exploitation du travail et l'accumulation aux dépens de la détresse des autres. Donc voilà pourquoi ma vision du monde, fondamentalement et radicalement hostile à ce modèle, je préfère vous prévenir, c'est appuyé sur de nouveaux arguments avec l'écosocialisme et l'idée que ce qui est en cause, c'est l'écosystème. Mais il n'y a pas de loi naturelle. Hélas pour nous, nous sommes continuellement obligés de trouver une réponse et d'en changer en cours de route parce que la réalité elle-même change. Effectivement, dans ce livre, vous parlez beaucoup, ça commence par une critique véhémente des forces de l'argent et de la corruption qui peut falsifier la démocratie. On a envie de vous demander s'il n'y a pas un soupçon plus profond qui pèse sur l'argent, qui doit peser sur l'argent dans le mode de production capitaliste, où il est plus simplement intermédiaire des échanges, mais où il permet l'accumulation que vous critiquez là. Si vous voulez, est-ce que l'argent peut être vertueux dans le mode de production capitaliste? Évidemment, l'argent peut être vertueux parce que ça n'est qu'un moyen d'échange. Un équivalent, le signe monétaire est un équivalent entre deux valeurs réelles produites. Bon, moi j'appartiens à la tradition du matérialisme philosophique, donc la monnaie est un intermédiaire et elle-même doit avoir une valeur intrinsèque. C'est pourquoi au départ, on échange en or ou en argent parce que c'est une petite quantité de matière contenant une grande quantité de travail. À l'inverse d'une table, d'une chaise, de tout ce que vous voulez. Donc c'est juste un intermédiaire. Bien sûr que l'argent peut faciliter considérablement l'échange, puisqu'on peut le transporter, je ne vais pas vous faire la théorie de la monnaie. Donc ce n'est pas intrinsèquement l'argent qui est mauvais. C'est la manière avec laquelle sont organisés les rapports sociaux de production qui utilisent cet argent. Et surtout, nous avons une nouveauté dans ce moment de la civilisation humaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre non-remise en cause de l'argent en tant que tel et du salariat qui fait de vous plutôt un social-démocrate? Non, je ne suis pas... Je veux juste terminer sur... Non, moi je vais bien passer sur social-démocrate, mais je vais vous saouler à force. La social-démocratie a une définition extrêmement précise dans le mouvement socialiste mondial. La social-démocratie s'est construite, le parti s'est construit comme prolongement du syndicat. Le syndicat crée le parti, c'est le Labour, ou bien c'était le parti qui créait le syndicat, comme ça a été le cas avec le SPD et la social-démocratie allemande. Seuls les Français n'ont jamais fait ça, pour la raison que l'influence des anarchistes fait qu'en 1905, il y a eu la charte dite d'Amiens, qui me fait bien rigoler, parce que je vois toutes sortes. 1906 5. La charte d'Amiens. Est-ce que Twitter peut nous répondre? Bon, peu importe, on s'en fiche. En 1906, c'est la période à laquelle l'Église condamne le suffrage universel. Oui, faut quand même se rappeler, on a 2-3 comptes à régler, quoi. Alors, donc, ça n'a jamais eu lieu en France, parce que les anarchistes ont eu la possibilité de demander la séparation du syndicat du parti. Donc tout ça, excusez-moi, c'est de l'histoire, mais ça a compté dans l'histoire de nos idées. Et ça aboutit à ce résultat qu'il n'y a jamais eu de parti organique en France, peut-être le Parti communiste à un moment donné, très lié à l'époque à la CGT, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je ne peux pas me dire social-démocrate dans la mesure où j'ai toujours été, dans ma jeunesse, d'abord socialiste, au sens radical du terme. C'est-à-dire privilégiant et étudiant la nature du lien social pour le libérer de ce qui empêche l'émancipation des individus. Le mot-clé, c'est l'émancipation. Donc cette émancipation, je l'ai pensée comme une libération des chaînes de l'argent, expression que vous retrouvez, ce que je critique, c'est l'argent roi, mais surtout ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas parler du capitalisme comme d'une entité immuable dans l'histoire. Il y a plusieurs formes de capitalisme au fil de l'histoire. Il s'intègre à des modes de production très différents et à des rapports sociaux très différents. Par exemple, la naissance du capitalisme au XVIe siècle avec les grands commerces, les grands voyages, etc., c'est une chose. Lorsque le capitalisme se mondialise, il s'est mondialisé à plusieurs reprises, à un moment donné, il repose sur l'esclavagisme qui va être un des secteurs d'accumulation. Mais celui de notre époque est devenu fou pour des raisons géopolitiques et politiques. Quoi ? C'est la domination des États-Unis d'Amérique qui ont en main la monnaie mondiale et qui en impriment les quantités qu'ils veulent. Si bien qu'ils ont pratiqué une fuite en avant ininterrompue pendant 40, 50 ans, puisque quand c'est vous qui avez la planche à billets, faut vraiment être drôlement à part si vous la faites pas marcher. Ils l'ont fait marcher non-stop. Et ils ont inondé le monde d'une quantité de dollars que les gens utilisent dans leurs transactions réelles, bien sûr, parce que cette monnaie est protégée par la force de l'Empire.
c'est-à-dire des bases sur tous les continents, 500 000 hommes de troupes, et la puissance militaire dont les États-Unis font la démonstration régulière et empêchent d'autres monnaies de surgir, concurremment à la leur. Le résultat est le suivant. Pour 40 milliards d'échanges réels, c'est-à-dire de marchandises qui ont une valeur matérielle, que vous voyez, un livre, une table, une chaise, il y a 4 000 milliards qui circulent, qui ne représentent rien et ne reviendront jamais dans la production réelle. C'est cette bulle financière gigantesque qui domine le monde, réalise en son sein, par un mécanisme que vous connaissez tous, qui est de formation de bulles qui éclatent à intervalles réguliers, des taux de profit qui sont absolument impensables dans la production réelle. Tirer du 14 ou du 15% à l'intérieur de la bulle et dans le service, on y arrive. Mais tirer du 14 ou du 15 d'une production matérielle, c'est impossible. Le maximum que vous puissiez tirer, c'est du 3 ou du 4% de retour. C'est un maximum. Et dans ces conditions, on a une situation qui est fondamentalement malsaine. Pourquoi ? Parce que le signe monétaire abonde alors que la valeur réelle n'y est pas. Si tout le monde ramassait dans cette salle tous les dollars en circulation dans le monde, immédiatement nous aurions une hyperinflation. Immédiatement, séance tenante. Et évidemment, immédiatement, les États-Unis d'Amérique s'effondreraient. Donc, ils sont obligés d'avoir une politique extrêmement agressive à l'échelle du monde pour empêcher le moment de la vérification de la valeur de ce dollar. Alors jusque-là, ils y arrivaient par des moyens politiques et militaires. Mais il leur est arrivé une déconvenue à laquelle personne ne s'attendait, c'est qu'en transformant la Chine en atelier du monde, par la force des choses, quand elle représente la puissance qui produit les choses, naturellement, vous avez une pression pour échanger avec elle dans sa monnaie à elle, pas en dollars. Si bien que le dollar est menacé par deux endroits, l'euro d'un côté et la monnaie chinoise de l'autre. Donc nous vivons dans cet état d'instabilité, c'est ça qui va vous expliquer, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, M. Trump n'est pas un fou, c'est un homme au contraire extrêmement rationnel dans son comportement, même si la forme on s'en fiche, ce qui compte c'est le fond. Donc nous sommes dans ce moment. Mais ce qui m'importe moi sur le plan philosophique et humain, c'est que ce système, pour continuer, pour durer, a besoin d'un ordre des relations sociales où tout le monde est mis en concurrence continuellement les uns avec les autres, avec des logiques de management par la peur, avec des logiques de je t'écrase et pousse-toi de là, c'est moi qui passe à ta place, je suis jeune, fringant, dynamique, flexible, et que sais-je encore, et toutes ces sottises, le dernier mot c'est agile, parce qu'il fallait bien en trouver un de plus, et tout ça crée une société de violence où la relation interpersonnelle est continuellement détruite par Jacques Généreux, l'économiste et anthropologue, a fait un très beau livre là-dessus, s'appelle La dissociété. Il dit pour la première fois depuis des millénaires, la société jusque-là s'étant construite en renforçant ses liens internes sociaux, en sachant que le nombre d'êtres humains a augmenté, pour la première fois, la tendance s'est renversée, la société produit des liens qui détruisent les relations entre les personnes, les relations de solidarité. Et donc, voilà pourquoi, alors c'est en ça que mon point de vue est un point de vue radical. Il a un contenu philosophique, vous pouvez l'appeler idéologique, ça ne me dérange pas. Et vous-même, vous pouvez en avoir un autre, ça ne me dérange pas non plus, du moment qu'on puisse en parler et qu'aucun prétende amener sur la table un dogme indiscutable qui est la vérité révélée. Mais oui, mon parti pris est un parti anticapitaliste d'une hostilité fondamentale, radicale à ce système, à ses valeurs, à sa manière de fonctionner et de distribuer la pauvreté. Merci pour ce cadrage philosophique. C'est des thèmes que vous abordez dans ce livre de la vertu. Et ce qui est intéressant dans l'ouvrage que vous publiez aujourd'hui, c'est aussi que les ébauches philosophiques dont vous nous avez parlé rejoignent dans votre livre des propositions que vous avez formulées pour l'élection présidentielle.